Bonjour Monica Sabolo. Bonjour Muriel. Monica est italienne de naissance, a vécu en Suisse, mais maintenant habite Paris. Elle a d'abord été journaliste et puis elle s'est occupée d'écologie, de protection de la nature, de protection des animaux. Et puis maintenant elle est romancière. Elle a écrit beaucoup de romans, dont le dernier, Éden, est un roman très mystérieux, très étrange, où il s'agit de forêts, de réserves, de disparitions de jeunes femmes et d'hommes et de prédateurs. Monica nous a écrit aussi un très beau texte et il y a une phrase qui m'a frappée pour démarrer cet entretien qui est « Pour vous, quand vous dites « écrire, c'est entrer par une porte dans un autre monde ». Donc là, on rentre directement dans la transgression. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, je pense que l'écriture, pour moi, c'est l'espace de liberté, c'est vraiment l'idée du franchissement. Et la transgression, c'est l'idée du franchissement, c'est passer de l'autre côté. Ce que j'ai exprimé dans ce texte, justement, c'est l'ambivalence de ce terme. La transgression, c'est un mot qui est une promesse de liberté, une promesse d'expression personnelle, justement, sans pouvoir au-dessus, sans règles. Et à la fois, c'est un endroit extrêmement dangereux, c'est un lieu sombre, c'est un lieu qui peut amener à tous les crimes. Donc pour moi, ce mot-là, il est vraiment... il est fait d'ombre et de lumière, ces deux axes sont extrêmement puissants. Donc oui, je pense que l'idée de la frontière, elle est centrale et dans l'idée de la transgression, qu'elle soit positive ou dangereuse, et dans l'écriture. Et pour moi, sans que je l'envisage absolument pas comme ça, mais je pense que j'ai du mal à être une femme libre dans ma vie réelle, dans mes mouvements, dans mes actes. Et à l'instant de l'écriture, pas forcément ensuite quand le texte est révélé, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe, mais ce moment-là est un moment d'absolue liberté, de recherche, de radicalité, qui n'est même pas une question de transgression, parce que c'est même pas un sujet. C'est une sorte d'accord avec, c'est entre soi et soi, quelque chose qui essaye d'aller chercher au plus juste, au plus vrai, avec tout ce qui trouble, avec tout ce qui est ambigu, justement. Et le fait d'avoir la langue et la poésie qui permet d'habiller le mal, d'habiller la violence, et également de prendre le temps de la nuance et de l'ambiguïté, de se promener entre ces deux axes. Je crois que c'est cet endroit-là que j'ai trouvé et qui m'est nécessaire. Mais c'est ce moment de liberté d'écrire. Avant tout, ouais. Je pense que ça... On parle souvent de la souffrance de l'écrivain, etc. Alors oui, il y a des moments qui ne sont pas simples, mais pour moi, c'est surtout une joie et la puissance de la liberté. Alors, quel luxe plus grand peut-on imaginer? Mais pourtant, vous dites qu'il y a plein de contraintes, puisqu'il faut choisir les mots, il faut y revenir, mais que finalement, vous les choisissez. Elle est là, cette liberté? Je pense que j'ai une vision, comment dire, très chrétienne du bonheur, c'est-à-dire beaucoup de souffrance, beaucoup d'efforts, je dirais protestante. Et j'aime cette idée justement de devoir être dans la contrainte pour finalement essayer de toucher une sorte de grâce. C'est le mélange des deux que je trouve intéressant. Alors justement, vous avez appelé Éden votre dernier roman. Et Éden, c'est quand même le lieu de la transgression. Si on pense que c'est là où Ève a transgressé. Pourtant, cet Éden, c'est aussi la forêt, c'est aussi le sombre, c'est aussi la lutte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Puisque la forêt est quand même un vrai personnage. Oui, ben justement, c'est l'endroit de la liberté et c'est l'endroit à la fois du danger, c'est la forêt telle qu'elle est dans les contes, c'est-à-dire la forêt est le lieu de la transformation possible. L'homme peut devenir une
femme et vice-versa. L'être humain se transforme en animal. Il peut y avoir des ogres, des sorcières, des loups. Et en même temps, c'est le lieu de la liberté, de la transformation. C'est comme c'est le lieu de la frontière. Et pour moi, Éden était un livre sur le passage de la frontière, c'est-à-dire entre l'adolescence et l'âge adulte, la frontière entre la loi, justement, et l'abus de pouvoir, entre le sauvage et la civilisation, entre là d'où l'on vient et là où l'on voudrait aller. C'est pour moi le lieu de la liberté. Et c'est vrai que cette forêt est pour moi très proche de mon lieu d'écriture. C'est un lieu de toutes les promesses. D'ailleurs, ces jeunes filles, il y a des jeunes filles qui se retrouvent dans cette forêt et qui vont y faire toutes sortes de choses plus ou moins magiques, mais qui consistent aussi à juste se retrouver entre elles, à fumer, à boire des bières et à rire sans que personne ne leur demande quoi que ce soit, avec justement cette connexion très très forte avec le sauvage. Le sauvage, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quelque chose justement qui est hors de la civilisation, qui est hors de ce qui a été contrôlé, de ce qui a été maîtrisé, et qui est hors la loi. C'est hors la loi, la forêt. Elle s'est construite, la civilisation occidentale s'est construite contre la forêt. On est hors la famille, hors la société, hors l'Église, hors la politique. Tous vos personnages. Je crois que mes personnages sont souvent à la marge. Déjà parce que l'adolescence, c'est un âge qui est à la marge, parce qu'impuissant, d'une certaine façon, le pouvoir n'est pas entre ses mains, il est justement soumis à une règle, à une autorité qui est, dans mes textes, souvent abusive. Mais aussi, c'est mon personnage préféré, celui qui va m'attirer, c'est l'outsider, hein, c'est celui qui est différent, qui a une autre voix, celle qu'on n'entend pas, qui a tout du perdant magnifique, c'est-à-dire que celui qui développe une sorte de puissance inattendue, comme certaines des jeunes filles d'Éden, par exemple. Ouais. Mais c'est toujours l'anti-héros, celui qui va me... Il est toujours un peu sur le côté, parce que c'est une sorte de fragilité, mais c'est aussi un état de lutte. C'est un état une nécessité de s'arracher à soi-même pour aller ailleurs. Et de nouveau, on est dans le franchissement, on est passé de l'autre côté. Et on n'est jamais tranquille. Alors, assez peu. Je suis obligée de le reconnaître, c'est vrai. Pourquoi Pourquoi on n'est jamais tranquille? Parce qu'on est toujours menacé? Probablement un peu ma vision du monde. C'est pas vraiment menacé, ce qui est un mot qui est très fort, et même si, oui, il y a, en étant à la marge, c'est-à-dire faisant partie d'une minorité ou quoi que ce soit, où il y a toujours un endroit de menace, mais en ce qui me concerne, je dirais, c'est plutôt être aux aguets. C'est être perpétuellement aux aguets, presque comme un animal. Donc c'est très fatigant. Très, très fatigant. L'humour sauve beaucoup de cet état-là, je crois, enfin, aide à vivre avec ça. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question, la tranquillité. Mais alors, cette vigilance, justement, dont vous parlez, elle vous sert à quoi? Je crois que c'est une vigilance justement pour savoir qui s'interroge vraiment sur l'éthique. C'est-à-dire que la transgression, elle est intéressante quand elle... justement parce que c'est l'apanage, par exemple, de l'adolescent, parce que c'est l'aventure, c'est le goût du risque, mais c'est aussi un sens très fort de la morale, du bien et du mal. Et que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le dévoiement que constitue la transgression, c'est le dévoiement de la loi, c'est le dévoiement de la règle, c'est l'abus du pouvoir. Et je pense que c'est quelque chose dont nous souffrons beaucoup sans mettre les mots dessus aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous est imposé, qui à mains égards, qui touche à la perte de sens. C'est-à-dire que la loi est très forte, on est dans le contrôle de la liberté, et je pense que le fait, par exemple, par rapport au Covid, d'avoir cette limitation de la liberté par respect du collectif, simplement par le fait d'appartenir à une communauté, est quelque chose qui est absolument audible et qui même fait partie constitue notre humanité. Mais parfois, la façon dont la règle est imposée, la façon que l'on a de s'adresser à vous, comme justement d'une façon absolument verticale, avec une loi qui s'impose d'une certaine façon là, mais pas là,
avec la souffrance et une certaine brutalité que l'on peut voir dans la situation des hôpitaux, la situation des profs dans les écoles, la violence de la vague économique et la façon et les mots qui sont posés dessus et l'absence parfois de, comment dire, de mots existentiels juste sur l'être, que tout est résumé à l'économie qui est évidemment nécessaire. Toutes ces choses-là font il me semble que quelque chose se met à vibrer au mauvais endroit à l'intérieur de nous et appelle la transgression. C'est pas juste une façon de vouloir transgresser parce que, par égoïsme, par volonté d'être un jouisseur ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a des mouvements extrêmement complexes qui nous dépassent nous-mêmes. Et je suis étonnée de voir à quel point on s'interroge peu sur ces choses-là, sur toutes ces nuances, tout ce que ça appelle en soi. C'est-à-dire que renoncer justement à son pouvoir, demande d'avoir une confiance et demande une responsabilité immense de celui qui l'impose. Et là, je parle de ça, mais on pourrait parler d'énormément de choses, toutes les choses qui sont interdites, et en même temps, on peut justement détruire la nature. Il y a quelque chose les plus riches peuvent s'enrichir, les plus pauvres, il y a cet écart qui grandit, il y a quelque chose qui n'est plus au bon endroit. Donc c'est vraiment le problème de la loi et de la légitimité et de la responsabilité, qui, à mon avis, est une question de l'époque. Et comment on se transforme, justement, puisque vous parlez beaucoup de transformation, justement, les adolescents. Oui. Comment on se transforme pour devenir ce que vous dites, c'est-à-dire conscient, responsable. C'est pour ça que je parle de la transgression, c'est presque la solution d'une certaine façon. Pour moi, c'est celle que j'ai trouvée, c'est une toute petite fenêtre qui est celle de, justement, le franchissement de la transcendance, de la beauté, de l'amour, d'une espèce de soif comme ça, une soif de vivre, quelque chose de grand. Et peut-être que c'est pour cette raison-là que j'ai choisi Adolescence et la poésie de la transgression, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une soif d'absolu, de pureté, et en même temps avec ce frôlement du morbide. Mais voilà, c'est des petits pas sur la crête. Plus grand que soi. Plus grand que soi, ouais. Merci beaucoup, Monica Sabolo. Alors, la dernière question que je pose toujours, qui est, est-ce que vous avez un rituel avant de vous mettre au travail ? Alors, je crois qu'il faut que je me leurre. Je me fais croire que je ne vais pas écrire du tout. Et si possible, dans un endroit très, très protégé, donc mon lit. Donc, un peu comme une adolescente, quoi, avec tous ses livres, un cendrier. Vous voyez, ça me rassure beaucoup. C'est comme une sorte de bateau qui me protège et hors du monde. C'est pas la forêt, mais c'est... Ça reste proche, quoi. Ça reste proche. Merci beaucoup. C'est moi.